Sébastien Vatavi, bonjour. Première question. On sait que vous êtes connu sur Sarlat, un peu moins sur le Terrassonnais. Est-ce qu'on peut vous présenter? Donc Sébastien Peytavi, je viens d'avoir 40 ans, je suis psychologue clinicien à l'hôpital de Sarlat, dans un service autour de la précarité, et j'ai une activité libérale à Carsac. Et un petit peu connu en Terrassonnais, parce que j'étais au lycée Saint-Exupéry à Terrasson. Psychologue, est-ce que cette profession peut vous apporter en politique? C'est une bonne question. Alors, il y a la semaine dernière, j'ai participé à un débat avec des jeunes adolescents, et qui posait justement cette question, en quoi être psychologue peut avoir un impact sur le mandat de député. Alors, il y en a un déjà dans la connaissance de toute une réalité du territoire, en travaillant à l'hôpital, la situation de l'hôpital public. Je travaille dans un service précarité avec notamment les jeunes de la mission locale et on accueille les femmes victimes de violences conjugales. Donc il y a une connaissance de pas mal de problématiques du territoire, assurément. Couleur politique, alors Génération S au départ, aujourd'hui investie par la NUPES, c'est ça? La nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Voilà. Donc oui, je viens de Génération, donc le mouvement créé par Benoît Hamon, qui pour les présidentielles était dans le pôle écologiste. Et donc là, donc très content que et le Parti communiste, et le Parti socialiste, et la France insoumise donc, aient pu se réunir autour de 650 mesures pour changer profondément la France. Vous êtes investi, mais tout le monde n'a pas joué le jeu. Alors, est-ce que c'est un inconvénient? Certainement, parce qu'il y a dans d'autres départements, tout le monde suit NUPES, mais pas en Dordogne. Disons que c'est pas tout à fait nouveau, que Germinal Perrot, notamment pour les municipales, avait déjà soutenu le maire de droite de Peretti, face donc à l'union de la gauche et des écologistes. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. On le regrette parce que effectivement, c'est la liste de la division. Hein. Ils prennent le risque de ne pas qualifier la gauche au deuxième tour. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit autour du pouvoir d'achat, que ce soit sur les questions de justice sociale et d'écologie, on a besoin d'un Parlement fort face à Macron. Oui, sans compter que les électeurs aujourd'hui sont un petit peu perdus peut-être, parce qu'avec tout ce qui se passe du côté de droite et de la majorité présidentielle avec le désistement d'un candidat, de votre côté, le fait que tout le monde ne se rallie pas autour de vous, c'est un peu compliqué pour les électeurs aujourd'hui, non? Je crois que ce n'est pas compliqué du tout. Il y a une liste de rassemblement des écologistes et de la gauche. C'est la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Il y en a une seule. Et donc je crois que les gens ne se trompent pas. Et pour ceux qui veulent porter un projet écologique et de justice sociale, ne se tromperont pas de bulletin. Autour de vous, Sébastien Peytavi, alors pour la 4e circonscription de la Dordogne, qui est votre suppléant? Donc Émilie Chalard, qui est graphiste, qui habite à Condat, qui a été candidate titulaire donc, la fois précédente et qui est arrivée au deuxième tour et qui a fait un très bon score. Les désignations sont arrivées des instances parisiennes. On ne le voit pas en radio, mais bon, vous êtes un candidat donc, à mobilité réduite. Est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est perçu par votre électorat comme un avantage? Bon, je ne sais pas si les gens se posent la question de savoir si ça en est ou pas. Il y a quelques personnes qui s'interrogent de savoir depuis quand je suis handicapé ou quelque chose comme ça. Mais en fait, depuis l'âge de 3 ans, j'ai vu. Depuis l'âge de 3 ans, c'est ça, oui. Après, pour le coup, la question de la mobilité réduite, quand on vit en ruralité, on en a une petite idée. Et notamment quand on se retrouve là avec les hausses de pétrole, enfin d'essence, et avec la question de la transition écologique qui arrive, enfin la question de la mobilité, pour le coup, je crois que c'est un sujet clé, qu'il va falloir trouver des solutions importantes. Et voilà, excusez-moi le jeu de mots, mais je crois que c'est un lien important justement de comment des fois on peut être entravé et comment on peut trouver des solutions. Est-ce que ça ne pourrait pas être un avantage? Parce que si vous étiez élu, vous auriez peut-être plus d'avantages d'être mis en première ligne dans l'Assemblée. On va voir si l'Assemblée est accessible. Vous savez, on est tous avec nos particularités. Bon, alors la mienne est très visible pour le coup. Mais voilà, je crois qu'il y a un parcours, effectivement. Je suis en situation de handicap. Je suis né à Borèze, en Dordogne. J'ai fait ma formation ici. Je travaille dans le service public auprès des gens en souffrance. Et je crois que c'est tout ce parcours-là aussi qui fait ce que je suis, qui vient aussi alimenter les combats que je veux porter au sein de l'Assemblée. Et au-delà du handicap, je crois que voilà, il y a la manière dont on est structuré et d'où on vient et de son histoire qui est apportée. Et puis il est évident que les électeurs pourront compter sur moi pour porter de nombreux combats.
Alors justement, les combats, quels sont-ils? Est-ce que vous avez vous-même des thèmes que vous voulez défendre à tout prix? Alors des thèmes, il y en a des centaines, assurément. Ma première motivation aujourd'hui est la question de la bifurcation écologique. Quand on voit tous les rapports du GIEC qui sont alarmants, nous avons 10 ans pour arriver à opérer des changements profonds et on voit bien toute l'inquiétude qu'il y a autour de ça et toutes les inégalités que cela peut provoquer. Donc il y a un enjeu, je crois, aujourd'hui avec la question de la planification écologique, de pouvoir réunir les citoyens, les élus, les professionnels, le milieu associatif, de pouvoir réunir tout le monde et au niveau local de voir comment on peut opérer ce changement. Et je crois qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir écrire un nouveau récit et donner un nouveau cap pour la France. Et ça, c'est un élément essentiel. Maintenant, on l'entend, et quand vous m'avez rejoint là sur le marché, j'étais en train de discuter avec une dame qui a une retraite qui est très faible, qui aujourd'hui se retrouve avec 80 € de dépenses en plus et se retrouve en très grande difficulté, qui a une chaudière fuel, qui a une maison qui n'est pas isolée et qui aujourd'hui est en très très grande difficulté. Donc là, il y a une urgence aujourd'hui à répondre à la question du pouvoir d'achat. Alors pouvoir d'achat qui est un mot qui me dérange et qui nous dérange profondément. Nous on voudrait parler plutôt de pouvoir de mieux vivre et qu'on puisse justement changer des indicateurs et de voir un petit peu dans quel état on vieillit, comment nous sommes éduqués, l'accès que l'on a aux soins, l'accès que l'on a à la culture, et qu'on puisse repérer ça plutôt que des points de PIB qui finalement ne disent rien de l'état dans lequel nous sommes. Et on voudrait déjà principalement, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir changer les indicateurs. Alors on peut se dire ce sont juste des chiffres comme ça observés, mais sauf que ça donne le cap de ce qu'il y a à améliorer et de ce qu'il y a à arranger pour les prochaines années. J'ai l'impression que vous êtes le seul candidat, Sébastien Pétavy, de par la NUPES, à prendre la dimension écologique à bras-le-corps parmi tous les candidats. Quand on voit la question de la sécheresse, là aujourd'hui, dès le 2 juin, on voit quand même l'état catastrophique. On a pu voir tout l'été dernier le nombre d'incendies. On pensait que ça allait arriver beaucoup plus tard. Là, on voit que nous y sommes. Nous y sommes et je crois qu'il y a quelque chose qui est terrifiant parce qu'il y a un effet de sidération. Devant cette question-là, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire face aux incendies, face aux tempêtes, et on se sent complètement impuissant. Et je crois que ramener du sens à l'action politique, c'est de montrer que l'on peut agir. Et il y a une multitude de choses que l'on peut faire. Alors il faut du courage. Alors on nous traite d'avoir un projet radical. Eh bien oui, il est radical. Mais il est radical pas pour se faire plaisir, mais parce que la situation aujourd'hui est écologique et au niveau de la justice sociale impose une réponse radicale. Et vous savez ce que ça veut dire radical? Parce que bon, moi dans mon métier on s'intéresse au sens des mots. Ça veut dire aller à la racine d'eux. Et donc oui, on veut prendre à bras le corps, aller à la racine donc de ce qui provoque ces troubles et ces crises. Dans le domaine de l'écologie, bien sûr, le premier mandat présidentiel, on sent qu'il y a des freins à cause du lobbying, voilà, pour être clair. Est-ce que... non? Il y a 2 condamnations pour inaction climatique pour le président. Il a été condamné 2 fois. Alors, il a beau arriver et de dire que là, ça y est, c'est l'urgence. Bon, quand on voit les ministres de l'écologie qu'il a pu nommer, qui ont voté pour maintenir le glyphosate, bon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont demander à McKinsey de sortir un plan et le payer je ne sais combien pour savoir comment appliquer la transition écologique. Bon, nous, on sait comment le faire. Donc, si on veut faire cette chose-là, il y a un vote à faire, c'est celui de la NUPES. Bien sûr qu'on veut tous que l'écologie, qu'on trouve des solutions, mais je crois que les gens freinent un peu parce qu'ils ont peur de perdre des emplois dans les entreprises, ou encore, pire, dans les zones rurales, peut-être être taxé encore plus. Alors on va faire le bilan des 30 dernières années. Combien de fermetures d'usines? Est-ce que c'est à cause de l'écologie? Non. On voit qu'il y a un système aujourd'hui, à travers la mondialisation, qui a emmené je ne sais combien de délocalisations. On se retrouve avec tous les ouvriers ici qui sont en concurrence complètement déloyale avec d'autres pays. Et donc on a quand même pu voir, avec la crise du Covid, que l'on n'était pas en mesure, en France ou en Europe, d'avoir les biens principaux. Donc aujourd'hui, il faut relocaliser. Tous les produits de première nécessité doivent être relocalisés. Et je crois qu'en Dordogne, en fait, on a une chance extraordinaire parce qu'au niveau de l'alimentation, on a de quoi avoir une agriculture bio, locale, non délocalisable. Au niveau des filières, au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau du bois,
que ce soit au niveau, par exemple, du chanvre, et pour faire de l'isolant, et pour faire du tissu. On a de quoi créer un certain nombre de filières, et pour tout ce qui est rénovation thermique, par exemple, on a de quoi créer plein d'emplois pour les jeunes aujourd'hui, qui ont du sens, et qui ne seront pas délocalisables. Donc en fait, la transition écologique, et sans parler des énergies, si on veut installer des panneaux solaires, si on veut installer toutes ces choses-là, on a de quoi créer un certain nombre d'emplois qui auront du sens. Parce qu'on a pu voir quand même avec la crise Covid, le nombre de personnes qui se sont retrouvées après quelques mois d'arrêt à se poser les questions du sens de leur travail, on est quand même à un moment très important, à un virage là, au niveau de notre société. Et là, en fait, on peut prendre ce virage. Et alors, on nous parle d'écologie punitive. Ah ben oui, mais là, ça va être des contraintes. Alors, effectivement, ça va changer des choses. Parce que si on se retrouve dans peu de temps, si on veut respecter le zéro carbone, bon, ben, au niveau de la voiture, au niveau de la mobilité, forcément, ça va changer des choses. Mais ce n'est pas parce que nous, on veut se faire plaisir. C'est qu'aujourd'hui, si on veut sauvegarder notre planète et pouvoir y vivre encore dessus, il y a des choses qui vont devoir changer. Maintenant, la grande question, c'est comment on le fait. Et l'idée, c'est pas de l'imposer de Paris, c'est que l'on puisse embarquer tout le monde dans cette aventure-là et le faire. Le pouvoir d'achat, vous en avez parlé rapidement. Est-ce que ce sont les produits de première nécessité, vous en avez parlé à l'instant, qu'il faut protéger absolument ? Ben, j'ai évoqué déjà de changer de terme et de ne pas parler de pouvoir d'achat, mais de pouvoir parler de pouvoir de mieux vivre. Donc ça veut dire que si on regarde ces indicateurs-là, ça veut dire garantir une alimentation de qualité pour tout le monde, garantir un accès de soins à tout le monde, et de mobilité, d'éducation. Et donc on voit la nécessité des services publics de proximité. Parce que là, depuis 20 ans, 30 ans, on voit comment, alors les déserts médicaux, on voit les postes qui ferment, on voit les classes qui ferment. Et donc je crois qu'il y a ce besoin très fort qui est premier. Alors il y a un problème de salaire, il y a un problème de petite retraite, donc il faut augmenter. Parce que au-delà du salaire, il y a quand même la dignité des gens. Des personnes qui se lèvent là à 6 h du matin pour aller faire du ménage ou pour faire aide à domicile aujourd'hui avec des boulots pénibles qui ne sont pas formés, pas reconnus, pas bien payés, il y a la question de la dignité des gens et je crois que c'est le pacte de la société aussi qui est en jeu. Parce qu'on se retrouve dans une société là terriblement morcelée, divisée, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les anti-vax et on voit qu'il y a quand même une société aujourd'hui là qui est en colère, qui est morcelée. Puis encore une fois, je reviens là-dessus, mais je crois que la possibilité d'écrire un récit autour de l'écologie et de comment on repense notre manière de s'alimenter, de se déplacer, de travailler, de son temps de travail, de ses loisirs, de sa vie de famille, on a de quoi écrire quand même quelque chose qui est réjouissant. Comment augmenter les salaires sans pénaliser le chef d'entreprise ou sans qu'il y ait non plus la retombée pour le consommateur ? Disons que on voit aujourd'hui, avec toutes les primes qui ont été mises en place, donc le gouvernement reconnaît qu'il y a un problème. Bon, à mettre des primes, en fait, c'est les petits pansements que l'on donne là-dedans, et on ne reconnaît pas qu'il y a un problème structurel. Bon, quand on voit l'écart des salaires, quand on voit quand même sur les 5 dernières années qu'il y a 60 milliards de cadeaux fiscaux faits aux entreprises et qu'il n'y a aucune retombée derrière, il y a un sentiment d'injustice aujourd'hui qui est terrible. C'est-à-dire que les personnes qui ont le moins de revenus se retrouvent à devoir payer cher la flambée du gasoil, les produits de première nécessité. Et d'un autre côté, on entend les dividendes des entreprises et les actionnaires qui se partagent ça. Bon, il y a un problème de ce côté-là. Et comment vous pouvez aujourd'hui avoir un pacte social avec une telle inégalité ? C'est pas possible. Et c'est pas compréhensible pour les Français. Autre sujet, rapidement, que vous voulez défendre dans cette candidature législative, Sébastien Patavi. Il y a un sujet dont on parle peu, qui est la question de la culture. On a bien vu comment la culture, pendant le confinement, n'avait pas été considérée comme un produit de première nécessité. On voit les librairies qui ont été fermées. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui me semble essentiel. Dans un monde, justement, qui traverse ces crises-là, je crois que la culture est quand même le support qui permet de faire du lien, de s'ouvrir, de se réjouir, de rire, de partager des choses. Et je crois que c'est un élément essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste répondre à la question du pouvoir d'achat, de la question écologique. Il faut un soutien très très important pour le monde de la culture. Vos avantages, c'est l'écologie, c'est la NUPES derrière vous. Et puis en même temps, vous êtes quand même un candidat à part avec à mobilité réduite, il faut le dire. Et puis quand même, ça vous apporte un certain charme dans votre candidature.
Eh bien, écoutez, merci. Et bon, en tout cas, si la mobilité est réduite, l'enthousiasme ne l'est pas. L'enthousiasme ne l'est pas. L'enthousiasme